Bonjour, donc on va commencer. Je me présente, je m'appelle Nathalie Roland, je suis chef de projet web indépendante et expert AccessiWeb en évaluation. Et moi je suis Julie Moina, donc je suis web designer intégratrice. Je travaille chez Capgemini depuis 2 ans et demi et je suis expert AccessiWeb également, mais depuis cette année. Du coup, comme vous l'avez compris, nous allons parler d'accessibilité. Alors, ce n'est pas un sujet forcément facile dès le matin, mais on va essayer de démarrer et de vous sensibiliser à la question. Et on va commencer par une citation que Julie et moi, on aime bien. C'est « Le pouvoir du web est son universalité, qu'il soit accessible par n'importe qui, quel que soit son handicap, est un de ses aspects essentiels. » Cette citation de Tim Berners-Lee est vraiment importante car elle montre à quel point l'accessibilité, enfin le web, est une porte ouverte sur le monde et que du coup tout le monde devrait avoir accès à ces services en ligne. Or aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et quand on vous parle d'accessibilité, souvent, vous avez des remarques ou des retours qui nous disent ça doit être accessible, ça va faire un site moche, ou c'est impossible de faire un site complètement accessible, c'est trop compliqué. Enfin voilà, on entend ça tout le temps, et pour nous, ça reste une vision très partielle finalement de l'accessibilité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner les outils pour démarrer, on va commencer déjà par vous expliquer à qui ça s'adresse, pourquoi il faut engager une démarche d'accessibilité. Et déjà, pour vous sensibiliser, il y a des affiches qui sont sorties toutes récemment, qui s'appellent « Faire et ne pas faire pour tel handicap ». Donc on va en regarder une plus en particulier. Donc j'ai choisi Merci. J'ai choisi volontairement les sourds ou les malentendants parce que souvent on ne pense pas à eux quand on parle d'accessibilité. On pense à la personne aveugle devant son écran, alors que ça peut être aussi quelqu'un qui est daltonien ou quelqu'un qui est sourd et muet. Le handicap n'est pas forcément lourd. Voilà, il faut bien avoir ça en tête aussi. Donc si on regarde cette affiche, voilà, il y a des choses finalement assez simples qui finalement relèvent du bon sens. C'est-à-dire que si vous mettez une vidéo sur Internet ou un son, c'est intéressant de mettre un sous-titrage et aussi ou une transcription pour que ces personnes puissent accéder au contenu. On a aussi tout bêtement segmenter le contenu, mettre des titres, des intertitres, des images pour aérer. Alors ça, c'est valable pour tout le monde au final. On n'a pas forcément envie de se plonger, même nous, dans un pavé de texte qui ne nous donne pas les clés d'entrée, on va dire. Mais c'est aussi important pour les sourds et malentendants, parce qu'il faut penser que leur première langue, finalement, c'est la langue des signes, et pas forcément le français. Donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément évident de se plonger dans un long texte en français. Et puis aussi, quelque chose qui relève de l'évidence, finalement, c'est de laisser le choix aux personnes de vous contacter par le moyen qu'elles préfèrent. Si vous laissez qu'un numéro de téléphone pour vous contacter, ça peut poser problème pour ce genre de personnes. Donc, ou si vous laissez qu'un formulaire, ça peut aussi poser problème à des personnes qui auraient des difficultés à écrire ou qui seraient moins à l'aise avec ça. Donc, essayez d'envisager ça. Donc, je vous invite c'est bon. Okay. Donc je vous invite à prendre ces affiches, à les diffuser peut-être à vos collaborateurs. C'est une manière de sensibiliser aux différents handicaps et aux différents problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Voilà, tout simplement. Et aussi, j'aimerais vous dire que tout le monde n'est pas dans votre contexte de lecture. Vous êtes des super développeurs, avec un super ordinateur qui tourne bien, peut-être des doubles écrans, peut-être que vous avez un mobile, dernier cri. Voilà, vous êtes aussi professionnels du web, donc vous avez l'habitude d'utiliser tous ces outils. Ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde et pas le cas de tous les utilisateurs pour lesquels vous faites des sites Internet. Donc il faut aussi y penser. Donc il y a des personnes effectivement qui vont être aveugles, qui vont avoir des plages braille ou des lecteurs d'écran, mais pas seulement. On a aussi des personnes qui vont avoir des problèmes d'ordre physique, qui vont peut-être avoir du mal à utiliser une souris.
On va aussi avoir, donc, comme je disais, sourds et malentendants. On a aussi des personnes qui sont daltoniennes, qui ne distinguent pas les couleurs. Souvent, le contraste des couleurs, c'est le premier truc que les web designers nous disent. Mais au final, c'est super important, puisque finalement, c'est une des choses qui va toucher peut-être le plus de monde. Donc voilà, j'attire vraiment votre attention sur ça. Et là, vous vous dites... OK, comment, moi, intégrateur ou développeur, je fais pour prendre en compte tous ces contextes de lecture? Ça peut vite effrayer. Et pour ça, en France, on a une méthodologie de test qui s'appelle le RGAA. Et je vais laisser Julie en parler. Alors en 1999, donc ça commence à dater maintenant, le W3C a créé les WCAG, donc les Web Content Accessibility Guidelines. C'est en fait des recommandations pour l'accessibilité des contenus web. Et en France, seulement 10 ans après, du coup, en 2009, on a créé le RGA, donc c'est un référentiel qui veut dire en fait référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Et avec ça, donc ils ont effectivement créé une méthodologie de test qui va aider à appliquer le référentiel. Donc, ce qu'il faut savoir autour du RGA, c'est qu'en fait, avant qu'il soit créé, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux services de communication au public en ligne du secteur public d'être accessibles aux personnes handicapées. Donc, ils ont quand même attendu un peu avant de créer le RGA. Aujourd'hui, le RGA, on est à sa version 3. Qui a été validée en 2015, mais mise à jour en 2016. Et en fait, la grande nouvelle, depuis le 7 octobre, la loi pour une république numérique a étendu l'obligation d'accessibilité à certains organismes privés. Donc ça, c'est une grande avancée quand même pour l'accessibilité. Alors le RGA impose qu'on respecte un certain niveau d'accessibilité. Donc en fait, il a 3 niveaux. Donc il y a le niveau A, le niveau AA et le niveau AAA. Et celui que vous devez respecter, c'est le niveau AA. Et ça concerne les sites internet, les sites extranet, intranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Donc le RGA est là pour vous aider à atteindre ce niveau. En fait, le référentiel pose des questions auxquelles on va répondre par conforme, non conforme ou non applicable. Et la méthodologie de test va vous aider en fait, à comprendre comment on répond à ces questions. Malgré tout, le principal problème aujourd'hui qu'on a avec l'accessibilité, c'est qu'elle est trop souvent prise en compte a posteriori, donc une fois que le site est terminé. Du coup, ça crée plus de réfractaires que de motivés, puisque on vous demande de tout changer une fois que vous avez tout terminé. Voilà. Et du coup, comment on peut intégrer ça à nos process de production, finalement? Et donc, j'aime bien faire la comparaison avec le SEO, puisque le SEO, au tout début, pour ceux qui se rappellent, n'était pas forcément mis en place techniquement dès le départ. Du coup, qu'est-ce qui se produisait? On avait des clients qui, une fois qu'ils voulaient commencer à travailler leur référencement naturel, se rendaient compte que le site n'était pas du tout adapté. Et du coup, les développeurs et les intégrateurs râlaient parce que forcément, ils étaient obligés de refaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les clients ont tellement râlé que du coup, ça devenait aussi un surcoût, puisque voilà, ils étaient obligés de le faire. Et c'est devenu aussi un argument de vente pour les agences, puisqu'elles ont pu dire, nous, c'est déjà intégré, donc on ne va pas générer de surcoût. Et aujourd'hui, quand un référenceur vient vous demander de faire une recommandation technique, vous allez le faire spontanément parce que c'est lui le référent et que du coup, il sait bien les choses. Voire même, vous avez un template avec déjà des choses intégrées pour le SEO. Pourquoi on ne le fait pas tout simplement pour l'accessibilité? Pourquoi on ne peut pas avoir, nous aussi, des petites choses déjà intégrées qui faciliteraient le travail et du coup la prise en compte de l'accessibilité? Ça ne fait pas tout, mais ce serait déjà un premier point. Et du coup, on pourrait passer aussi
à un stade, on va dire, plus avancé, puisque actuellement, quand on fait des retours, on est dans l'ordre du retour relativement basique, et pas forcément dans du retour avancé. C'est usant pour nous, c'est usant pour vous, parce qu'on vous rabâche les mêmes choses et que vous ne comprenez pas forcément pourquoi on vous demande telle ou telle chose, et au final, on a un résultat médiocre. Donc, il faut passer à une autre méthodologie. Et du coup, je laisse la parole à Julie pour voir comment on peut avancer. Alors, du coup, on va voir quelques bases qui vont vous permettre de prendre en compte l'accessibilité dès le début du projet et éviter les mauvaises surprises en fin de projet. Donc, ce qui est important de souligner déjà, c'est que vous faites des choses correctement. Donc, par exemple, vous allez mettre en forme le contenu via le CSS. Vous n'allez plus utiliser les balises obsolètes telles que font, blink, center, ou les attributs obsolètes align, color, bgcolor, etc. Vous déclarez le type de document et la langue du document. Donc le type de document, c'est la balise doctype qui définit la version HTML utilisée. Et l'attribut langue, donc on met sur la balise HTML, permet de définir la langue du document. Et puis en général, vous utilisez un menu de navigation dans votre site. Vous avez bien souvent aussi une page plan du site, puisque du coup on vous la recommande en SEO. Pas forcément incompatible. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Alors, avant de foncer tête baissée dans le RGA, il y a déjà des tests basiques qu'on peut faire qui vont déjà vous aider à bien identifier les principaux problèmes de votre site. Donc, la base, c'est quand même de respecter les standards du W3C. Donc là, ça va nous permettre de créer un code qui est robuste, qui du coup est compatible avec tous les agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance. Donc par exemple les lecteurs d'écran du coup qui sont utilisés par les personnes non-voyantes ou certaines personnes qui ont des déficiences cognitives. Donc là on vérifie notamment qu'on a bien fermé les balises, qu'on utilise des balises et des attributs qui sont valides et qu'on n'utilise pas d'identifiant dupliqué. Et pour ça, évidemment, il n'y a qu'une seule adresse, c'est celle du validateur du W3C. Alors, pour les tests, on peut aussi faire la navigation au clavier. Donc ça, c'est très important puisque ça peut concerner potentiellement tout le monde. C'est-à-dire qu'un jour, si vous avez le bras dans le plâtre ou que votre souris ne fonctionne plus, vous serez bien content d'avoir un clavier. Donc là, on va naviguer dans le clavier avec la touche... dans le site, avec la touche Tab. Et on va vérifier notamment qu'on voit le focus. Donc quand on passe au clavier sur, par exemple, les liens, donc on voit bien la bordure qu'on a autour du lien. Donc là, typiquement, je n'ai pas utilisé la propriété CSS Outline None, qui permet de masquer en fait cet encadré-là. Donc souvent, on nous demande de le masquer parce qu'on trouve que ça ne fait pas joli, sauf que quand même c'est vachement pratique quand on navigue au clavier. On vérifie aussi qu'on navigue dans le bon ordre. Donc par exemple, si on a deux colonnes de texte, on navigue d'abord dans la colonne de gauche, puis dans la colonne de droite, ce qui est quand même logique. On vérifie également qu'on a accès à tous les éléments interactifs. Donc là, ça va être tous les éléments de formulaire, les liens et tous les boutons qui activent des scripts. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup des scripts qu'on active via des pseudo-boutons qui en fait sont des divs et du coup, on ne peut pas prendre le focus dessus. Donc en fait, on ne peut pas activer les scripts au clavier. Donc c'est un peu dommage. Et du coup, une fois que vous avez testé la navigation au clavier, on peut coupler ça avec un lecteur d'écran. Donc là, pour les lecteurs d'écran, il y en a 3 que vous pouvez tester. Sur Windows, il y a NVDA qui est complètement gratuit. JAWS, vous pouvez le tester en mode 40 minutes par session Windows. Donc c'est quand même les 2 lecteurs d'écran les plus utilisés sur Windows. Et pour Mac, ce sera avec VoiceOver. Donc là, ça va servir notamment aux personnes non-voyantes et certaines personnes qui ont des déficiences cognitives. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand même la navigation au clavier, ça sert beaucoup aux personnes qui ont des handicaps moteurs, qui naviguent principalement qu'avec le clavier ou des dispositifs adaptés, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas forcément utiliser la souris. Du coup,
quand vous allez écouter votre site web, vous allez vérifier que tout ce que vous voyez à l'écran est restitué par le lecteur d'écran. Donc là, typiquement, si je prends l'exemple de l'icône de menu hamburger qui permet de déplier le menu principal, quand je prends le focus sur cet élément-là, est-ce que mon lecteur d'écran va me dire déplier le menu principal? Donc là, généralement, quand on utilise ce genre d'icône, on ne met pas de texte à côté parce qu'on n'a pas la place. Sauf qu'il faut prévoir l'alternative et du coup, en général, on va masquer du texte en CSS. Par contre, masquer du texte en CSS, on ne le fait pas avec display none parce que du coup, ce n'est pas restitué par les lecteurs d'écran. Donc là, on va utiliser des méthodes un peu spéciales et je vous invite à consulter l'article de Gaël Poupard que j'ai mis là en lien qui donne une technique pour masquer en CSS en faisant en sorte que ce soit lu correctement. Alors, on va pouvoir tester aussi la structuration du contenu. Donc ça, c'est très important, comme le disait Nathalie, pour les personnes sourdes qui ne maîtrisent pas forcément très bien la langue française. Ça va leur permettre de bien identifier les grandes lignes de votre contenu. Ça va être important pour les non-voyants, pour les handicapés moteurs et certains déficients cognitifs également, parce que en fait, ces personnes-là, certaines de ces personnes en tout cas, naviguent plus lentement et du coup, elles ont besoin d'avoir des points de repère dans la page pour naviguer plus facilement. Donc là, on a un plugin qui s'appelle HeadingsMap, qui est disponible sur Chrome et Firefox, et qui permet en fait de voir vraiment la structure en titre de son site. Donc on vérifie qu'on a au moins un titre H1, qui sera généralement le titre de votre page. On vérifie qu'on a des H2 et des H3 qui vont structurer le contenu, donc surtout quand on a des longs textes, parce que pour les petits textes, on n'a pas forcément besoin. Et du coup, on vérifie évidemment que ces titres sont clairs et représentatifs du contenu qui le précède, pour que ce soit bien cohérent. Et bien sûr, on ne fait pas de saut de titre, on ne passe pas d'un H2 à un H4 sans avoir un H3 au milieu. Mais ça, en général, en SEO, du coup, c'est déjà acquis. Alors, les ratios de contraste de couleurs, justement, Nathalie en parlait. Pour ça, on a des outils qui sont disponibles et on a, par exemple, Color Contrast Analyzer, qui est un petit outil qu'on installe sur l'ordinateur et qui permet de récupérer les couleurs, donc soit avec la pipette ou alors on met le code hexadécimal dans les champs et il calcule tout seul le ratio entre le texte et son arrière-plan. Donc là, ça va servir notamment à des personnes qui sont malvoyantes, par exemple les daltoniens, ou les personnes qui ne voient pas du tout les couleurs, ou encore des personnes âgées qui ont tout simplement une mauvaise vue. Et là, le niveau AA du RGAA, qui est le niveau légal, impose qu'on respecte un ratio de 4,5 entre la couleur du texte et sa couleur de fond. Si on a un texte qui fait 120% de la taille de police par défaut et qui est en gras, là on peut avoir un ratio de 3, mais ça c'est un cas particulier, du coup je vous invite à consulter le lien que j'ai mis dans la slide pour en savoir plus. Alors le dernier test que je vous propose, c'est le zoom texte à 200%. Donc là ça va servir aux personnes malvoyantes qui ne voient pas très bien, qui ont une mauvaise vue, en fait, surtout les personnes âgées. Du coup, elles vont utiliser des outils adaptés, des outils de loupe numériques ou non, pour avoir des textes plus grands. Donc là, dans Firefox, par exemple, on va aller dans le menu affichage, dans le sous-menu zoom, et ensuite on va cocher zoom texte seulement. Et là, on va appuyer 6 fois sur les touches CTRL+ pour avoir le zoom à 200%. Et du coup, on s'assure que tous les contenus restent visible et lisible. Si jamais ce n'est pas le cas, on vérifie qu'on n'a pas des propriétés height ou width en pixels qui vont faire en sorte que du coup le contenu ne peut pas s'étendre quand on agrandit le texte. Et on vérifie également qu'on n'utilise pas des tailles de police absolues en PX, qu'on utilise plutôt des EM. Et là, si on prend l'exemple du site du DevFest, et qu'on zoome à 200% le texte, on s'aperçoit qu'on a un petit problème avec les titres et les boutons. Donc les titres, je veux dire les liens du menu.
qui dépassent en fait de leur conteneur et du coup qui ne sont pas très lisibles. Et les boutons, du coup, en bas aussi, c'est pareil. En fait, on a un 8 qui est fixé dans la CSS. Donc là, on empêche le contenu de s'étendre et du coup, il devient illisible quand on zoome le texte. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut automatiser les tests, mais pas tous. Ça couvre moins de 50% des critères du RGA. Donc ça fait pas tout, mais c'est déjà un bon début. Si vous respectez déjà ça, ce sera déjà pas mal. Du coup, il y a 3 outils pour faire ça. Il y a Scatasun qui est gratuit et open source, donc il faut l'installer sur son serveur du coup. Tanaguru également en version gratuite et open source, mais aussi en version payante. Si vous n'avez pas de serveur à disposition ou vous ne voulez pas vous embêter. Et on a également Opquast Reporting qui lui existe en version payante. Et par contre, celui-là ne teste pas uniquement l'accessibilité, il est vraiment orienté sur la qualité web en général. Voilà, mais il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas suffisant et que vous pouvez le prendre comme une entrée en matière. Voir que vous avez des petits problèmes, des petites balises qui ne sont pas bien fermées ou des choses obsolètes que vous pourriez utiliser, mais vous ne pouvez pas vous contenter de ça si vous voulez vraiment entrer dans une démarche d'accessibilité. La première limite de ces robots, c'est le détournement de balises, ce que j'appelle détournement de balises. Donc là, je vous ai mis un exemple de choses à ne pas faire. Donc là, on voit qu'on a un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, et on a un bouton de téléchargement qui a été mis dans un titre de niveau 2, sûrement pour le mettre en plus gros, pour bénéficier de la mise en forme du titre H2, mais en aucun cas, ce lien aurait dû être un titre de niveau 2. Donc là, en fait, on crée un problème d'accessibilité. Alors ça, il y a des intégrateurs qui peuvent faire ce genre d'erreur. On a aussi beaucoup les rédacteurs qui l'utilisent parce qu'ils ne savent pas comment mettre plus gros leur texte. Alors ils vont utiliser tout ce qui est balise H. Sauf que c'est pas bon du tout. Et ça, le robot ne sait pas le détecter, tout simplement parce qu'on a une hiérarchie qui est cohérente. On a un titre de niveau 1 et 2 titres de niveau 2 qui se suivent, aucun problème. Donc là, on voit que l'accessibilité a besoin d'une vision d'une personne pour pouvoir vraiment détecter les problèmes. On a aussi, dans le RGAA, tout ce qui est question de pertinence. Donc, il y a des questions de présence. Donc, là, je vous ai mis un exemple. C'est, voilà, dans chaque page web, un fil d'Ariane est-il présent? A priori, tout le monde peut répondre à la question en regardant le site, oui ou non. C'est relativement simple. Et la question qui suit, c'est, OK, est-ce que ce fil d'Ariane est pertinent? Donc là, forcément, le robot ne saura pas détecter s'il est pertinent ou non. Donc là, forcément, on devine qu'il faut une intervention humaine. Et là, vous vous dites, OK, ça laisse place à interprétation. Comment on fait pour dire si c'est pertinent ou pas? Il y a une méthodologie de test qui a été mise à disposition que, du coup, je vous invite à lire quand vous êtes face à ce type de questions où voilà, vous vous demandez qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion de pertinence. Allez voir la méthodologie, ça vous permettra aussi de comprendre le test. Et je vais insister là-dessus un peu plus tard aussi dans la conférence, c'est que comprendre le test, c'est aussi bien envisager comment le mettre en place. Et ça, c'est essentiel, parce que si vous appliquez bêtement des recommandations, ça ne va pas marcher. Ensuite, on a aussi les critères non applicables. Donc là, je vais vous alléger un peu le travail, parce que quand on voit la méthodologie de test de RGAA, on se dit « Oh mon Dieu, comment je vais réussir à appliquer tout ça ?» Il n'est pas là pour vous dire comment faire, il est là pour tester et voir s'il n'y a pas des problèmes de lecture. Et du coup, les critères non applicables posent des fois des problèmes d'interprétation. Donc là, je vous mets un exemple pour que ça vous parle un peu plus. C'est dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique? On ne pose pas la question de présence. On ne vous demande pas si ce moteur de recherche, il est là ou pas. On vous dit, s'il est là, est-ce qu'il est accessible de manière identique? Du coup, si
le moteur de recherche, et là je réponds à la question, s'il n'est pas là, le critère est non applicable et je passe. Ce n'est pas forcément obligatoire de le mettre. Ce n'est pas parce qu'il y a un élément qui est cité dans les questions du RGAA que vous devez impérativement le mettre en place. Donc ça, il faut s'alléger de cette contrainte aussi. Ensuite, on va continuer à alléger votre travail parce que, comme on l'a vu au départ, en matière d'accessibilité, on a souvent tendance à taper directement sur les développeurs ou les intégrateurs et à ne reposer que sur eux pour corriger. Or, il n'y a pas que eux, c'est vraiment un travail d'équipe. L'exemple type, c'est justement, on parlait des contrastes de couleurs. Donc l'auditeur fait son audit, il détecte un problème de contraste entre le texte et son fond, il va remonter l'information à l'intégrateur qui va devoir corriger. Et là, qui va faire peut-être des corrections de couleurs avec possible mauvais goût, on ne sait jamais, ou s'il manque aussi un fil d'Ariane, il va l'ajouter alors que la mise en forme n'était pas prévue par le web designer. Et résultat des courses, on va arriver à quelque chose qui visuellement ne va pas plus forcément être raccord avec ce qu'avait fait le web designer. On va perdre en cohérence graphique. Et après, on va entendre oui, l'accessibilité, ça fait des sites moches. C'est sûr que si on passe son temps à mettre des rustines partout, ça ne donne pas quelque chose d'intéressant. Donc il faut passer à une autre étape, et l'étape suivante, c'est vraiment de sensibiliser toute son équipe. Le chef de projet, l'ergonome, le web designer et aussi le rédacteur. N'oubliez pas le rédacteur, il peut pourrir votre site. Donc vraiment sensibiliser, donner les outils. Alors vous allez me dire, oui, ok, alors le web designer, si je lui donne RGAA, il va me le balancer à la figure. Effectivement. Donc là, il y a une méthodologie qui est mise à disposition en ligne qui s'appelle AC2Web et qui met en fait qui a fait des fiches par type de profil, c'est-à-dire qu'on a le profil conception et web design, on va avoir des fiches pour les intégrateurs et les développeurs, et on a la fiche pour le rédacteur. Donc ça, ce sont des fiches que vous pouvez tout simplement imprimer, garder à côté de vous. Le chef de projet, enfin moi personnellement, j'aime bien l'avoir à portée de main parce qu'on oublie des choses, que c'est compliqué de se plonger dans RGAA pour voir ce qui nous concerne à notre étape. Là, c'est vraiment étape par étape, et du coup, déjà, ça permet de baliser les choses à ne pas oublier ou les choses à penser. Et du coup, après, vous pouvez vous focaliser un petit peu plus sur votre travail, celui de l'intégration et du développement. Et du coup, heureusement, pour faciliter ce travail, il existe déjà des plugins qui ont été réalisés, qui ont été testés et qui du coup sont accessibles. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns qui respectent la version 3 du RGA et qui utilisent la spécification ARIA. Donc ARIA, ça signifie Accessible Rich Internet Applications, et en fait, c'est une API d'accessibilité qui est en fait une surcouche HTML qui va permettre de rendre accessibles vos scripts en donnant l'information sur certains éléments. Donc ça va remonter par exemple le rôle, le nom, la valeur, les changements d'état des éléments de vos scripts. Donc, on a par exemple Nicolas Hoffman qui a développé des plugins, toute une série en fait, avec l'autocomplétion, carrousel, onglet, menu déroulant, etc. Greg Cross qui a développé des fenêtres modales accessibles, ou Romain Gervois qui a développé un carrousel. En bonus, je vous ai mis un petit plugin qui s'appelle Flying Focus. Ça n'a rien à voir avec ARIA, par contre je le trouve vraiment intéressant parce que du coup il permet de voir la transition quand on passe d'un focus à l'autre, et ça c'est vachement pratique quand on navigue au clavier pour les voyants du coup, évidemment. Donc pour vous montrer rapidement comment fonctionne ARIA, on va prendre l'exemple de l'accordéon de Nicolas Hoffman. Alors du coup, pour se mettre en situation, on va rentrer dans le clavier, dans le carrousel, l'accordéon, excusez-moi, avec le clavier. Donc je rentre dans le bloc d'accordéon avec la touche Tab du clavier.
Et donc, pour passer d'un élément à l'autre, je ne vais pas utiliser la touche Tab, parce qu'en fait, la touche Tab va me permettre d'accéder au prochain lien focusable en dehors de l'accordéon, ou bien le prochain lien focusable dans le panneau de contenu de l'accordéon si jamais il est ouvert. Du coup, pour naviguer dans mes accordéons, je vais utiliser les flèches de navigation. Donc là, je vais utiliser les flèches bas et droite pour descendre, et les flèches haut et gauche pour monter. Pour ouvrir ou fermer les accordéons, je vais utiliser la touche entrée ou bien la touche espace. Donc ça, c'est pour ce qui est de la navigation au clavier. Par contre, dans le code, il existe un certain nombre d'éléments qui sont liés à la spécification ARIA, du coup. Et donc, on a par exemple les attributs rôle qui vont permettre de renseigner le rôle des éléments. Et on a une série d'attributs qui commencent par aria- qui vont permettre de renseigner par exemple les changements d'état de mes éléments. Donc là, si je fais le tour des rôles, en fait, j'ai sur mon conteneur d'accordéon, j'ai un rôle tab list. Qui, lui, du coup, signifie en fait une liste d'onglets, parce que dans ARIA, on n'a pas de rôle qui correspond littéralement à l'accordéon, donc on utilise celui des onglets. Mais au final, ça fonctionne très bien aussi. Mon bouton, lui, il a un rôle tab, donc c'est l'onglet. Et mon panneau de contenu, lui, a un rôle tab panel. Donc, je vous parlais des autres attributs qui commencent par aria-. Donc là, on en a un certain nombre qui sont dynamiques. Donc, par exemple, sur mon bouton, j'ai un attribut aria expanded qui prend la valeur false si jamais l'accordéon est replié et qui prend la valeur true s'il est déplié. De la même façon, j'ai un attribut aria selected sur mon bouton qui, lui, a une valeur true si c'est l'élément qui est sélectionné. Et une valeur false si s'il n'est pas sélectionné. Donc là, ça correspond finalement au focus sur le bouton, là, du coup. En parallèle de cet attribut aria selected, j'ai un attribut aussi, tab index, qui lui se met à 0, ou bien qui est carrément supprimé du DOM, parce que en fait, quand il est à 0, ça revient au même que s'il n'est pas présent. Donc quand il est sélectionné, il est à 0, et s'il n'est pas sélectionné, il est à -1. Donc en fait, c'est ça qui va permettre cette navigation avec la touche tab et les flèches de navigation. Donc en fait, si j'ai un tab index -1, je ne peux pas prendre le focus avec la touche tab sur mes éléments. Mais on a prévu de pouvoir le faire avec les flèches de navigation. Alors j'ai un autre élément, un autre attribut qui est dynamique, donc c'est l'attribut aria hidden, qui est sur mon panneau de contenu, qui du coup est à false quand mon panneau est affiché, et qui est à true quand il est masqué. Alors ensuite, j'ai une série d'attributs qui, eux, ne sont pas dynamiques et qui vont permettre de renseigner d'autres choses que les changements d'état, mais plus du coup des propriétés. Donc par exemple, sur mon panneau de contenu, là j'ai un attribut aria multiselectable qui est à true parce que je peux déplier plusieurs accordéons en même temps. Par contre, quand j'ouvre un accordéon, alors qu'il y en a déjà un qui est ouvert et que ça ferme les autres, du coup, j'aurai un attribut aria multiselectable qui sera à false. Pour mon bouton, pour rattacher en fait mon bouton et son panneau de contenu, je vais utiliser deux attributs. Donc sur mon bouton, je vais utiliser l'attribut aria controls qui est ici et qui prend pour valeur l'identifiant de mon panneau de contenu qui est juste en dessous ici. Mon panneau de contenu, lui, a un attribut aria labeled by qui prend pour valeur l'identifiant de mon bouton. Donc comme ça, ils sont bien rattachés entre eux et les technologies d'assistance peuvent vraiment faire le lien entre les éléments. Donc là, je vous rassure, si vous n'avez pas tout suivi, vous avez les notices accès de web qui sont disponibles en ligne. Donc je vous ai mis le lien ici et ça reprend exactement tout ce que je vous ai dit, voire même un peu plus. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre un peu ce que font les autres pour vous l'approprier et de comprendre aussi un peu mieux
comment fonctionne la navigation pour les personnes qui utilisent des technologies d'assistance. Alors une fois que vous avez assimilé toutes les bases de l'accessibilité, l'idée ça va être d'industrialiser un peu tout ce que vous avez fait pour éviter de le refaire à chaque projet. Ça n'aurait pas de sens. Du coup, l'idée c'est d'avoir ce que disait Nathalie tout à l'heure, avoir un thème de base, un thème parent dans lequel vous allez inclure toutes vos bonnes pratiques. Donc ça va être les bonnes pratiques de SEO, d'éco-conception et là du coup d'accessibilité. Donc vous avez peut-être déjà ce thème, du coup il n'y a plus qu'à ajouter l'accessibilité. Vous allez évidemment commenter tout ce que vous allez ajouter dans ce thème, parce que vous, dans 6 mois, ou votre collaborateur qui passera après vous, il faut qu'il comprenne en fait pourquoi vous avez construit votre code de cette façon, parce que ça coule pas forcément de source quand on ne connaît pas. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de partager les liens dans vos commentaires des ressources qui vous ont aidé, parce que des fois, les commentaires, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir plus de détails. Et si vous avez une plateforme d'intégration continue, vous pouvez y ajouter Tanaguru ou Askatasun qui vont permettre de tester automatiquement un certain nombre de critères. Donc ça vous enlèvera déjà une bonne épine du pied. Voilà. Du coup, une fois que vous avez réussi à avancer jusque-là, donc je vais juste rappeler du coup les éléments qu'on vous a donnés pour démarrer. Donc déjà, tester et automatiser. Ensuite, sensibiliser votre équipe, toute l'équipe, c'est essentiel pour qu'on puisse changer de méthodologie. Ensuite, capitaliser pour ne pas refaire sans cesse les mêmes choses et refaire les mêmes recherches, et du coup aller augmenter le niveau. Ensuite, l'idée, c'est de se faire aussi accompagner par quelqu'un qui est déjà attaché à l'accessibilité. Ça permet d'échanger avec cette personne, de comprendre, voilà, et de trouver des solutions ensemble. Et il faut bien aussi se dire que l'expert AccessiWeb en évaluation, il est là à la base aussi pour évaluer. Il n'a pas forcément toutes les solutions. Il a quelques clés, mais voilà. Donc vous pouvez, je vous invite vraiment à échanger, voilà, et avec vos équipes. C'est avec l'échange qu'on va construire quelque chose d'intéressant. Et échanger, c'est aussi comprendre. Si vous avez des retours d'un expert et que vous n'essayez pas de comprendre, vous n'allez pas progresser, vous allez peut-être générer d'autres problèmes d'accessibilité, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, essayez de comprendre pourquoi on vous demande certaines choses. Ensuite, si vous n'avez pas forcément les personnes avec qui échanger, ou si vous avez envie si vous êtes curieux tout simplement, vous pouvez aussi suivre des listes de diffusion. Donc là, je vous en ai mis 3. C'est celles que je connais. Il y en a qui sont plus ou moins actives, on va dire. Mais ça permet de voir les questions que se posent les uns et les autres. Ça permet aussi de voir des réponses. Et peut-être que un jour, vous allez être confronté à un problème que vous avez vu dans les mails et vous allez retrouver la solution. Donc c'est toujours intéressant de les avoir dans sa boîte mail. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, je peux que vous inviter à suivre une formation. J'ai mis 4 organismes sur le slide. Voilà, si vous êtes motivé, allez-y. Voilà, et il ne me reste plus du coup qu'à vous remercier d'avoir assisté à cette conférence. J'espère qu'on ne vous a pas trop abreuvé de jargon et voilà, RGAA, AA, ça peut parfois un peu faire peur. Donc voilà, si vous avez des questions, on a encore quelques minutes pour une série de questions. Voilà. Et on vous invite aussi à donner votre feedback via le QR code qui est derrière vous, ou à côté de vous, sur les murs, là sur les affiches. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions du coup. Ah oui, si, le micro. Bonjour, merci. Par rapport aux 2 remarques qu'on rencontre souvent, dont vous avez parlé au début de la conf, qui sont c'est compliqué et c'est moche. Dans le c'est compliqué, je pense qu'il y a plein de solutions déjà en place. Dans le c'est moche, est-ce que vous auriez des exemples de sites réellement accessibles à nous montrer, même si c'est une question complètement subjective? Alors, je ne sais pas si vous...
T'as pas vu le tweet passer? Si, Il y a un tweet qui est passé tout récemment, parce que justement, Apple s'intéresse à l'accessibilité, et justement, donc sur leur site, qui est très joli. Donc, voilà. Attends, donc, comme quoi, non, mais en fait, c'est vraiment une question de méthodo, c'est-à-dire que vous, il y a un audit qui est fait vraiment en fin de projet. Vous arrivez, enfin, on vous donne les retours. Ce que je disais, quoi, c'est de la rustine. Vous essayez de corriger. Et forcément, si on n'y a pas pensé dès le début, s'il manque le fil d'Ariane, s'il manque ci, il manque ça, et que vous devez les ajouter un peu comme vous le sentez, ça va pas forcément donner quelque chose de joli. C'est obligé. C'est pour ça qu'il faut changer la méthodologie. Donc, on a le site de Apple ici, du coup, ce qui évoque sa prise en compte de l'accessibilité et ce qu'ils peuvent faire, donc qui n'est pas forcément moche du coup. On avait le site du Pas-de-Calais aussi, qui était pas trop mal. Alors je crois que c'est celui-ci. Ouais. Donc, qui pas, on peut faire mieux, mais mais bon, enfin, je trouve que ça va encore quoi. Enfin, il y a pour un site accessible, il est quand même correct, quoi. Après, après c'est les choix graphiques du graphiste, donc là on peut pas. Mais après, effectivement, si le problème, c'est que comme il y a de la méconnaissance, du coup, on se bloque. Et si on se bloque, on se met des contraintes qu'on n'a pas forcément. C'est pour ça il faut essayer d'y aller tout bêtement. Vous allez faire des erreurs. Alors ça, vous allez faire des erreurs, c'est obligé. Ça va pas être parfait du premier coup, mais c'est pas grave. Faut bien démarrer quelque part. Faut bien commencer. Et après, à force, vous allez vraiment prendre la main. Ça va être intégré dans votre manière de faire, dans votre manière de penser. Et là, on va pouvoir faire des choses graphiquement intéressantes. Mais tant qu'on en reste au stade où on en est aujourd'hui, on n'avancera pas, quoi. Après, c'est sûr que si c'est pris en compte dès l'étape des maquettes graphiques, là, on a plus de chances de faire un site qui sera beau, quoi. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment le graphiste qui livre ses maquettes et puis, tiens, intégrateur, débrouille-toi. Et puis là, on remonte que les couleurs ne vont pas, sauf que du coup, c'est trop tard pour refaire appel au graphiste parce qu'il n'est plus disponible. Donc là, l'intégrateur se retrouve à changer les couleurs lui-même. Et puis, s'il n'est pas designer un petit peu, ça peut être la cata, quoi. Donc ouais, c'est vraiment prendre dès le début l'accessibilité, quoi. Il y avait une autre question, oui. Nico ? Oui. Bonjour. Merci pour la conf, déjà. Il y a 2 micros. Il y a 2 micros. Juste une question, on a de plus en plus de sites qui sont avec des technos comme Angular, React, autres. C'est des tests sur la thématique script qui coûtent quand même pas mal cher à faire, notamment quand on doit faire des tests manuels avec NVDA plus Firefox ou autre. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là, surtout en plus quand on est sur des cycles courts comme en Agile ou si on doit les refaire à chaque sprint? Après, je pense qu'il faut regarder déjà les bonnes pratiques qui existent par rapport à Angular, parce que je sais que quand même Angular n'est pas totalement étranger aux thématiques d'accessibilité, donc ils y ont quand même un petit peu pensé. Tout n'est pas forcément parfait, mais je pense que sur les forums, etc., il y a sûrement déjà des personnes qui ont fait part de ces remarques et il y a des bonnes pratiques qui sont en place. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de pousser les tests vraiment très loin. Si déjà vous faites une navigation dans la page au clavier avec NVDA et que vous apercevez que ça fonctionne bien, c'est déjà un premier palier, quoi, pour l'accessibilité. Donc évidemment, quand l'expert va passer, lui, il va pousser vraiment ses tests, donc il va peut-être remonter des problèmes. Mais si déjà vous faites les tests de base, on s'assure un minimum d'accessibilité, quoi. Après, sur le rôle de l'expert, toutes les boîtes n'ont pas un ou plusieurs experts. Non. Et en tant qu'expert, on n'a pas forcément tout le temps non plus de passer sur tous les sites. En même temps, moi, c'est une des problématiques à laquelle je suis confronté. Et, on ne peut pas tout tester, du coup. Et des fois, on arrive trop tard et il y a beaucoup de régressions et ça ne devient plus trop rattrapable
au niveau du budget. Il faut réussir à le prévoir, quoi, du coup, dans le budget. Si on sait qu'on rentre dans la liste des organismes qui doivent respecter l'accessibilité, déjà au niveau légal, faut le prévoir dans le budget. Là, il n'y a pas... on ne peut pas trop passer outre ça, quoi. Ouais, après, c'est encore aussi une histoire de sensibilisation. S'il y a des régressions, s'il y a des erreurs, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris ça en compte parce qu'elles ne savent pas ou qu'elles n'y font pas attention. Donc si on sensibilise tout le monde, ce problème va diminuer. L'idée aussi, c'est peut-être d'avoir une petite bibliothèque de modules ou de bonnes pratiques, de boutons de base, enfin j'en sais rien, une petite bibliothèque comme ça qui peut être exploitée avec des commentaires où du coup on explique les choses. Et cette petite boîte à outils pourrait être réutilisée. Après, il faut que tout le monde soit rigoureux et respecte ça, sinon effectivement on a de la régression. Il n'y a pas de miracle. Mais c'est vrai que aujourd'hui c'est la grosse difficulté, c'est ça, quoi. C'est qu'on arrive toujours à la fin et on met de la rustine, quoi. Merci. Bonjour. Vous avez déjà à moitié répondu en fait. C'est une question alors pour le coup qui est purement technique. Vous disiez tout en début de présentation que c'était fondamental de s'appuyer sur des balises standards, des attributs standards. Et justement avec des frameworks JavaScript comme AngularJS, on a tendance à créer des directives, nos balises, etc. Est-ce que vous avez un retour là-dessus, un retour d'expérience sur est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe très mal pour des développeurs purement JavaScript? Alors moi, je suis en train d'intervenir, ça fait quelques mois maintenant, sur un projet où en fait je fais mon intégration HTML, CSS de mon côté, et ensuite c'est le client qui prend mon intégration et la met dans son environnement Angular. Donc ça c'est assez compliqué, du coup il faut que j'aille voir le développeur côté client pour lui expliquer ce que j'ai fait et pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi il faut qu'il fasse attention à telle ou telle chose. Et du coup je vais aussi tester ce qu'il a fait dans son Angular, parce que effectivement il y avait des balises un peu... on ne sait pas trop d'où elles sortaient, quoi. Donc là, je lui ai dit, ce serait mieux que tu remplaces tes balises un peu folkloriques par des divs, en fait, parce que déjà, ces balises-là, comme elles n'existent pas, ça me posait des problèmes avec la prise en compte de mon CSS. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je lui ai dit, remplace tes balises par des divs. Au moins, ça existe, c'est clair. Et puis, ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas des balises sémantiques, donc ça n'aura aucun impact côté accessibilité. Et ça, c'est faisable sur Angular. Après, les attributs, du coup, si tu les préfixes bien par data tiré, il n'y a pas de problème. Donc pour vous, par contre, sur des frameworks type Angular, le design va être infléchi par l'accessibilité. Il y a des outils qu'on ne pourra plus forcément utiliser ou plus utiliser de la même manière si on vise l'accessibilité. Type justement les balises exotiques qu'on crée, que nous on appelle directives et qui nous permettent de faire tout un tas de choses merveilleuses côté développement. Ces balises exotiques, moi d'après ce que j'ai vu, on peut les remplacer par des simples divs, donc du coup, pour moi il n'y a pas de problème. Non, bien sûr, mais on change nos habitudes par contre pour viser l'accessibilité du coup, de votre point de vue. D'accord. Ouais, mais après, c'est... Je sais pas, c'est des bonnes pratiques, quoi. Donc, une fois qu'on l'a fait, quand on l'a fait une fois, après, c'est bon, on sait le faire pour la suite, quoi. Donc, D'accord. C'était pas une critique, hein, c'était juste une simple question. J'ai répondu à la question. Oui, très bien, merci. Voilà, et on a peut-être le temps pour une dernière question. Du coup, oui, bonjour, merci. C'était juste, en fait, c'est un peu les deux questions qui ont été posées. Je voulais revenir sur le site du Pas-de-Calais, et notamment sur tout le footer, où je pense pas qu'on est bon au niveau ratio de contraste, là. Et du coup, en fait, j'ai quand même l'impression que... Ouais, ça va être un test en direct, top. J'ai quand même l'impression qu'on réduit quand même les possibilités ou le champ des possibles avec surtout ce contraste en fait, ce ratio de contraste qui au final est, moi je m'y confronte régulièrement et ça limite beaucoup de choses quoi en termes de. Je sais pas ce que c'est sa couleur là du coup. Donc ça c'était juste pour rebondir sur cette question là. Et ma deuxième question, c'était un petit peu sur la question qui vient d'être posée. Notamment, je vois, il y a aussi des gens qui essaient maintenant de faire tout dans un canevas. Est-ce qu'il y a possibilité de pousser, en fait, de
Enfin là, j'ai l'impression que l'accessibilité passe forcément par ces balises H1, H2, H3, etc. Est-ce que c'est possible aussi dans un canevas, de remonter de l'information au browser qui pourrait être équivalent à l'accessibilité en fait. Donc pouvoir créer sa propre accessibilité pour une balise custom ou pour une balise, carrément un canevas dans lequel on dessine à la main, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, là, actuellement, de ce que j'ai compris de cette conférence, tout passe forcément. L'accessibilité fonctionne uniquement si on utilise les balises H1, H2, H3, P, etc. Est-ce que c'est possible de faire de l'accessibilité avec des éléments complètement custom ou carrément quand on dessine dans un canevas à la main, imaginons je redessine une page, mais à la main, je m'amuse à faire des checkbox, des radio buttons et du texte dans un canevas. Est-ce que c'est possible de faire en sorte que VoiceOver, etc. puisse aller lire dans ce canevas? C'est une question. C'est une colle. Alors après, je sais pas sur. Je sais que pour les titres, il existe des attributs ARIA level qui permettent de restituer. Donc, si on met la valeur 1, du coup, ce sera perçu comme un titre de niveau 1. Maintenant. Faut s'assurer que toutes les technologies d'assistance, faut bien tester quoi pour ça. Mais après, du coup, si c'est du dessin, je sais pas comment d'autre. Je suis pas sûre d'avoir trop compris, mais on peut dessiner. Si j'ai envie de dessiner vraiment quelque chose de vraiment custom, j'y vais à la main, mais vraiment, voilà, quoi, vraiment très bas niveau en mode canevas. Est-ce que je peux remonter de l'info d'accessibilité de ce canevas en final? On peut en fait avec une série d'attributs ARIA, mais c'est pas forcément conseillé quoi du coup parce qu'on a quand même le HTML aujourd'hui depuis sa version 5 est vachement sémantique, donc je vois pas l'intérêt de tout reconstruire alors qu'il y a déjà des choses très bien qui existent. Je sais pas, un exemple, si j'ai envie de faire un graphique un peu animé qui présente, je sais pas, un camembert ou un histogramme, et j'ai envie de remonter de l'information quand l'utilisateur vient en VoiceOver sur cet histogramme. Oui, alors là, tout simplement, aussi, on peut avoir des alternatives à côté. Si c'est un schéma, tu peux aussi le rendre non focusable ou non atteignable, et tu mets une alternative. C'est aussi peut-être une solution simple. D'accord. En fait, on peut très bien. Mais qui permet pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une réponse, en fait. Ok. Je ne sais pas si on a un micro. Merci. Alors j'ai une voix un peu cassée, désolé. ARIA, c'est justement le but de permettre l'accessibilité des interfaces riches. Donc il y a des attributs pour beaucoup de choses, il y a des rôles pour beaucoup de choses. Après, effectivement, pour des graphiques, pour des camemberts, il y a le matériel dans ARIA. Pour des trucs complètement bizarres et pas prévus au départ, des jeux, je suis pas sûr, quoi. Après, il y a des choses qui existent dans ARIA, mais c'est vrai que c'est parfois assez complexe à mettre en œuvre. Donc des fois, une alternative peut quand même... ce sera peut-être moins coûteux aussi en termes de développement, quoi. Donc après, c'est un choix à faire aussi de ce point de vue-là. Voilà. La dernière question, puisqu'on a dépassé là. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Parce que je sais qu'aussi maintenant, on utilise beaucoup les animations. Et malheureusement, par exemple, pour un non-voyant, les animations ne se voient pas. Donc, imaginons, on est dans un formulaire, on valide le formulaire en ayant oublié un champ. On va souvent faire bouger ce champ pour dire « Oh, vous avez oublié de remplir ce champ ». Est-ce qu'il y a des façons de présenter cette chose-là, de façon accessible? Focus. On va pas dire au non-voyant que son champ a bougé. Par contre, on va baliser de façon à ce que l'erreur soit bien associée au champ qui est en erreur. Du coup, on va, par exemple, dans la balise label de son champ, on va signaler qu'il y a une erreur. Et puis si jamais votre formulaire se recharge en fait en Ajax, du coup on a un attribut qui s'appelle ARIA Live, et si on lui met la valeur polite, ça va permettre du coup de couper la parole en fait au lecteur d'écran, et il va pouvoir, si on met cet attribut-là sur le message d'erreur, du coup il va lire ce message d'erreur. Donc là le non-voyant sera au courant qu'il y a une erreur dans le formulaire. Il faut bien lui dire où, ce que c'est l'erreur et comment la corriger.
D'accord. Voilà. Mais en fait, il faut souvent vous avez tendance à vouloir reproduire ce qu'on voit. Du coup, pour le lecteur d'écran, c'est pas le but. À quoi ça sert finalement que cette case elle bouge? Elle sert à indiquer visuellement qu'il y a un problème sur ce champ. Il y a d'autres moyens de le faire pour les technologies d'assistance. Faut juste, voilà, faut pas vouloir reproduire à tout prix ce qu'on voit à l'écran. Faut essayer d'être cohérent en disant, ok, à quoi ça sert et comment on le fait. Et du coup, là, Julie vient de donner une réponse. Merci. Voilà. Du coup, on vous remercie.